je vais prendre la parole. Bonjour, bonsoir à tous. Cet horaire inhabituel de webinaire pour Livy, habituellement, on est plus dans les temps de midi. Là, on est plutôt en soirée. Bien sûr, on vous remercie de votre assiduité et puis de vous rendre disponible pour participer à ce webinaire qui aujourd'hui sera sur un plan plus relationnel, puisqu'on va parler de la téléconsultation et de la gestion des conflits dans ce contexte-là, donc les situations complexes. Et nous avons le plaisir d'avoir travaillé ce sujet avec un expert sur plusieurs aspects et particulièrement sur les sujets de la gestion des conflits aujourd'hui, Jean-Luc Stanislas, qui va, je vais vous laisser vous présenter Jean-Luc Stanislas, ça sera plus simple et on enchaînera ensuite avec le sommaire, les objectifs, et puis on commencera à dérouler. Très bien, merci beaucoup, cher Yanis. Merci également pour le groupe de proposer donc cette thématique voilà, qui intéressera, nous l'espérons, la communauté médicale. Donc, je me présente, Jean-Luc Stanislas. Donc, je suis un professionnel du secteur de la santé depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, j'étais en particulier infirmier de secteur psychiatrique, donc en établissement de psychiatrie santé mentale en région parisienne pendant une trentaine d'années. Et puis, j'étais également manager pendant à peu près une vingtaine d'années dans ce même établissement. Et j'ai été amené à côtoyer évidemment différentes situations de prise en charge des patients présentant des troubles, évidemment, des troubles psychiatriques. Et j'ai été amené également à développer des fonctions d'encadrement dans le secteur hospitalier. Donc j'ai plutôt une expérience on va dire hospitalière de façon générale. Et puis par ailleurs, je suis également consultant depuis à peu près une quinzaine d'années sur différentes thématiques auprès des professionnels de santé de façon générale, des professionnels soignants, professionnels médicaux, professionnels managers, sur différentes thématiques en lien avec la communication. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et en lien avec aussi la clinique en psychiatrie santé mentale et puis le management de façon générale. Et puis par ailleurs, je suis par rapport à Santé Academy, j'interviens également sur des modules de e-learning sur différentes thématiques en lien avec la prévention des risques psychosociaux pour les professionnels de santé, et puis également sur des thématiques en lien avec la communication et le management. Voilà, puis enfin, pour terminer, je suis également fondateur de la plateforme managersanté.com qui existe depuis plus de 7 ans et qui propose de très très nombreux articles sur différents sujets en lien avec la communication et les organisations. Et puis pour terminer, j'ai le plaisir de pouvoir contribuer à différents ouvrages et articles sur différents sujets en lien avec la thématique qui nous intéresse, et puis plus globalement sur les organisations, le management et la communication. Voilà. Peut-être un dernier mot, peut-être aussi pour préciser, je suis aussi membre expert à la Haute Autorité de Santé sur des questions se rapportant à la santé mentale et se rapportant notamment au travail en équipe en pluridisciplinarité. Voilà, quelques mots, pour pas non plus trop emboliser le temps. Merci, c'est quand même très complet. Oui. Donc, Oui, on va pas se mentir. Moi, je vais présenter notre partie rapidement du côté de Livy. Donc moi, je vais quand même représenter Yanis Nasri. Je suis médecin généraliste et urgentiste à la direction médicale Livy, responsable de médecine générale de la communauté soignante. Et je serai accompagné de Fadila Imerlik, qui est responsable gestion, qualité et risque au sein de la direction médicale Livy, et ainsi que Flora Saint-Louis, qui est responsable de l'équipe support assistance auprès des médecins et des patients chez Livy. Voilà, un petit mot aussi pour vous signaler que Nicolas Leblanc, médecin qui est directeur médical et affaires publiques de Livy, s'excuse. Il n'a pas la possibilité d'assister, en tout cas au début de ce webinaire. Il est actuellement dans les transports, il s'en excuse, mais vous remercie évidemment de votre présence. Que le mot est dit.
Mais voilà, il aurait évidemment bien voulu avoir ces échanges et puis surtout un petit peu découvrir ce que vous avez à dire donc, sur votre pratique. Mais j'espère que ça vous permettra quand même de bien vous exprimer. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, alors, pour commencer, je voulais juste vous présenter le sommaire très brièvement. Il y aura deux parties qu'on veut assez courtes. On va vous présenter un peu le contexte chez Livy, en fait, des déclarations des événements indésirables et des plaintes au sein de la structure, hein, donc, avec quelques chiffres et puis quelques rappels sur le fonctionnement un petit peu euh, de la gestion en fait, de tous ces événements-là. Et puis rapidement, on donnera donc la parole à Jean-Luc Stanislas, qui nous expliquera donc les stratégies pour la gestion des conflits et des situations complexes dans le cadre de la téléconsultation. Il reviendra un peu plus précisément sur les différentes parties de sa présentation, les objectifs qu'on dégage un petit peu de ce webinaire, c'est d'affirmer donc le soutien et la qualité de la pratique qu'on a chez Livy, de sensibiliser aux sources du conflit, de vraiment prévenir ces moments qui peuvent, voilà, qui peuvent émerger sans prévenir, de renforcer les compétences de la communication assertive, qui est, je pense, un des pivots les plus importants de cette présentation, en tout cas de mon point de vue, de promouvoir les stratégies de gestion de conflit, donc ça va de soi. Et puis, le plus important de ce webinaire, c'est vous encourager à, à parler, vraiment à partager vos expériences. Donc, n'hésitez encore surtout pas à vraiment nous raconter vos expériences et pour qu'on puisse un petit peu les décortiquer ensemble. Je laisse la parole donc à Fadila pour la première partie. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Fadila Emerglik, responsable qualité et gestion des risques chez Livy, accessoirement ancienne infirmière hospitalière. Donc, je fais partie de la famille des professionnels de santé. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur la gestion de conflits, ou en tout cas les conflits que nous avons chez Livy. Donc déjà, le premier point est que la relation soignant-soigné en digital est relativement différente de celle qu'on peut avoir en présentiel, notamment parce que notre fonctionnement en centre de santé digital fait que nous avons des patients qui viennent, mais qui vont à chaque fois voir un médecin différent. Donc déjà, en dehors des spécialistes qui vont suivre quelqu'un au long cours et qui vont pouvoir créer une relation de confiance, c'est un peu moins le cas avec les médecins généralistes. On a aussi la problématique des patients qui abordent la téléconsultation avec un petit côté mercantile, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils payent pour obtenir un objet de transaction qui est une ordonnance. Et parfois même, on a l'impression que les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'une ordonnance ou d'un arrêt de travail et pas parce qu'ils sont malades. Donc, ils ont tendance aussi à remettre en question finalement le rôle du médecin, le savoir du médecin, et oublient qu'une prescription, eh bien, c'est le médecin qui décide s'il y en a besoin ou pas. Donc, on a deux circuits qui permettent à la direction médicale de récupérer des informations justement sur ces conflits. Alors, d'une part, le circuit de gestion des plaintes et réclamations qui permet aux patients d'écrire au support patient voilà, l'objet de leur doléance. Donc, Flora vous fera un focus sur ce point-là. Et ensuite, les médecins ont la possibilité de remonter des problèmes qu'ils constatent sur le terrain via le circuit de déclaration des événements indésirables. Diapo. Merci. Dans les déclarations d'événements indésirables, on se rend compte que la proportion de ce que nous appelons en interne des alertes comportement patient est assez importante, puisque 60%
des DEI sont liées à un problème de comportement avec le patient. Donc, si on zoome un petit peu plus, on se rend compte que les gens que vous signalez vont être des patients qui présentent un comportement agressif, qui peuvent faire preuve de discourtoisie. Et si vous regardez un petit peu plus haut, on comptabilise à part tout ce qui est insultes, menaces, propos diffamatoires. Quand il y a les proches aussi qui parfois s'y mettent. Donc, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'agressivité dans les cas qui nous sont signalés. Ensuite, vous allez aussi signaler des patients qui viennent très régulièrement pour obtenir des arrêts de travail, ceux qui abusent de la téléconsultation, c'est-à-dire qu'ils viennent alors qu'ils ne devraient pas venir, hein, tout simplement, et puis ceux qui viennent un petit peu tout le temps et qu'il est nécessaire de recadrer. Diapo. Donc, que se passe-t-il quand il y a une alerte comportement patient? Vous faites une DEI qui va être traitée dans un premier temps par Jordan, mon collègue, avant c'était moi, et donc on va analyser la situation. Donc, on regarde le dossier médical, on va vous interroger et le cas échéant, on va aussi confronter votre déclaration à ce que le patient pourrait remonter de son côté, hein, car chacun a sa vérité, même si effectivement on est parfois un petit peu plus pro médecin, mais en tout cas on essaye de se montrer relativement neutre dans l'analyse de la situation et de ce qui génère du conflit. Donc à la suite de l'analyse, on va procéder à possiblement à un avertissement qui est un message qu'on adresse au patient pour lui signaler qu'il a fait une sortie de route, hein, qu'il utilise les services Libye de manière non adaptée, ou alors qu'il fait preuve de discourtoisie. Et on a un petit pourcentage quand même de patients, 9%, qu'on radie de la plateforme parce qu'on estime qu'ils n'ont pas leur place chez nous et que leur présence peut poser problème avec les médecins. Diapo. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui. Qu'est-ce que c'est que frequent flyer? Ah, donc un frequent flyer, c'est quelqu'un qui vient très souvent. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui vont venir tous les jours, toutes les semaines, pour des bobos ou alors pour réclamer simplement des arrêts de travail. Donc là, je passe la parole à Flora. Merci à toi, Fadila. Alors, du coup, dans le cadre de ce webinaire, de mon côté, je vais aborder la façon dont le support Livy traite les différentes plaintes que l'on reçoit de la part des patients. C'est un aspect assez crucial de notre côté afin d'assurer une expérience positive, même si effectivement, il s'agit assez souvent de situations assez tendues. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 typologies de plaintes assez récurrentes qu'on reçoit. Dans un premier temps, on va avoir tout ce qui est oubli de documents, donc oubli d'arrêt d'ordonnance, des refus de prescription. On a aussi également parfois des plaintes lorsqu'il y a un rendez-vous qui est annulé par le médecin sans que le patient ait pu être prévenu. Et on a également de notre côté des remontées comportements qui parfois se lient aux différentes déclarations d'événements indésirables que peut recevoir l'équipe de Fadila. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Alors, comment gérons-nous ces plaintes aujourd'hui? Je me suis permise de vous mettre quelques exemples en fonction de la typologie que je vous ai énoncée. Il faut savoir que de notre côté, aujourd'hui, 100% des plaintes reçues reçoivent une réponse de notre côté dans un délai maximum de 48 heures. Et donc, voilà. De notre côté, chaque plainte, aussi différente soit-elle, concerne le même processus. Dans un premier temps, de notre côté, on fait part d'une écoute active et d'empathie. Donc, ça implique la compréhension du mécontentement du patient et de sa remontée. Et d'un autre côté, chaque plainte s'inscrit dans un processus de traitement des demandes spécifiques. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci à toi. Concernant effectivement tout ce qui va être oubli de documents, de notre côté,
On va vérifier si il y a bien un oubli ou quoi que ce soit. On va expliquer que tout est mis en œuvre de notre côté. Et ce qui est hyper important à ce niveau-là, c'est qu'on fait un suivi des demandes totales, puisque si jamais on n'a pas eu de retour, on n'hésitera pas éventuellement à vous relancer. Pour tout ce qui va être refus de prescription, on va expliquer qu'on peut comprendre effectivement le retour du patient et son mécontentement, mais toutefois que les médecins restent décisionnaires de leurs décisions et qu'il faudra malheureusement l'accepter tel quel et de ne pas hésiter si jamais à consulter en présentiel. C'est hyper important de notre côté de toujours avoir une solution alternative à leur proposer pour qu'ils ne se sentent pas bloqués dans ce qu'ils souhaitaient. Tout ce qui va être annulation de rendez-vous, de notre côté, on va justifier l'annulation par un éventuel problème technique, etc. On s'excuse bien évidemment là pour le désagrément causé aux patients et idem pour les oublis. On essaye de trouver une solution alternative et dans ces cas-là, ça va être la reprise immédiate d'un rendez-vous auprès d'un autre médecin sur notre plateforme. Et concernant tout ce qui va être problème de comportement qui vont nous être remontés, on remercie effectivement le patient pour son retour, qu'on entend son ressenti, mais on fait preuve surtout de neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris. On leur explique que la demande va être transmise en interne et qu'à ce moment-là, les décisions seront prises, mais à notre niveau. Mais on ne rentre pas dans plus de détails sur ce qui va être mis en œuvre de notre côté. Et donc, du coup, pour conclure, la gestion des plaintes du côté du support, elle s'inscrit effectivement sur 3 piliers hyper importants qui sont de notre côté l'écoute active, des réponses rapides, puisque comme je vous indiquais, l'ensemble des demandes, enfin des plaintes patients reçoivent une réponse de notre côté, et un engagement effectivement dans une amélioration continue. Comment ça s'imbrique? C'est-à-dire que demain, on a énormément de réclamations concernant des annulations. Ben, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du produit pour l'améliorer et permettre que ce type de demande se réduise. Voilà. Merci à vous. Merci Fadia, merci Flora. Donc moi je vais juste conclure un petit peu sur cette partie pour vous rappeler un point assez important, c'est que lorsque vous êtes exposé donc à des situations compliquées, un peu difficiles, que vous avez du mal un petit peu à passer outre, n'oubliez pas que vous êtes entouré chez Livy et que la direction médicale se porte garante en fait pour recueillir un petit peu tous les problèmes que vous aurez pu avoir avec un patient si vous avez des difficultés à verbaliser certaines choses parce que vraiment ça s'est envenimé sur une situation quelconque. L'exercice de débriefing est quelque chose de très important, je pense. C'est quelque chose qu'on met de plus en plus en valeur dans tout système pédagogique, beaucoup la simulation, mais également lorsqu'on est vraiment mis en face d'une situation réelle et pour exprimer parfois ses frustrations, pour se sentir entouré par une équipe et puis également prendre du recul et se rendre compte de ce qui a été dit, de ce qui n'a pas été dit et justement de mieux faire passer ce moment-là. L'exercice du débriefing, on l'encourage et n'hésitez surtout pas à venir en discuter. À chaud, à froid, quand vous voulez, mais en tout cas, nous, on est tout à fait disposés à recueillir toutes vos frustrations, vos plaintes. Enfin, voilà, j'allais dire open bar, mais en tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas. J'aurais pu passer les slides, oui. Donc, pourquoi c'est important, hein, je rappelle que ces échanges, en fait, et le fait qu'il y ait tout ce processus derrière pour gérer ces situations complexes, c'est donc d'une part de prévenir l'isolement professionnel, hein, ne pas se sentir seul comme on pourrait l'être des fois dans son cabinet, qu'on ne partage avec aucun professionnel de santé. Ne pas avoir cette possibilité d'avoir un groupe de pairs sur lequel s'appuyer et puis échanger.
Nous, on a cette possibilité justement d'avoir ces échanges qui sont, je pense, incontournables. Ça permet évidemment de réduire le stress et le surmenage, hein, puisque cumuler ce genre de situation, ou alors les garder pour soi, c'est quelque chose qui pèse et qui peut altérer évidemment votre travail en fait, et puis tout le reste, hein, puisque vous savez comment ça fonctionne, hein. Les sphères donc de la vie sont touchées les unes après les autres, hein, en partant du travail la plupart du temps. Ça préserve donc la qualité du soin, puisqu'on préserve évidemment le travail en évitant de se morfondre dans ces situations compliquées, et ce qui favorise une pratique sereine et durable. Ce qui me permet juste de rappeler donc, qu'on met à votre disposition chez Livy, on en a déjà parlé, je ne vais pas refaire une présentation aujourd'hui, mais que vous avez désormais la possibilité de vous connecter donc, sur la plateforme SPS, donc de soins aux professionnels de santé, qui vous propose donc vraiment un contenu assez riche, hein, parce qu'on a des ateliers en présentiel, mais aussi en distanciel, qui sont enregistrés. Il y a des fiches pratiques qui sont disponibles sur plusieurs aspects, hein, que ce soit donc sur le fait d'avoir un ressenti peut-être d'ennui ou alors de difficulté à assumer son travail. Il y a du contenu sur ces sujets-là, il y a des formations, des groupes de parole également qui sont organisés, et aussi une ligne d'écoute, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'être réorienté si jamais vraiment les choses le nécessitaient. Donc, ça fait partie des services qu'on propose, et on remercie une fois l'association SPS, en tout cas de ce partenariat qui nous semble très important pour tout le monde ici. Voilà pour notre partie. Ok, super, super, super. Alors, du coup, a priori, je devrais pouvoir partager. Merci. Merci beaucoup, Yanis, Fadila, Flora. Je pense que je viens de partager mon écran. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est visible? Voilà, je pense. Ouais, il faut le. Voilà, là, c'est bon. Là, Super. c'est bon? Bien, alors, à nouveau, bonjour, voilà, bonjour à tous, et donc merci beaucoup de me donner l'occasion de pouvoir intervenir sur cette thématique. Alors, encore une fois, hein, l'idée, c'est de privilégier surtout les échanges, hein, puisque c'est un peu l'intérêt de cette démarche. Donc un sujet très, très, très sensible et très intéressant. Je vais évidemment, au-delà des objectifs qui ont déjà été rappelés, parler un peu de quelques éléments sur les situations à risque, notamment dans le contexte de la relation médecin-patient, notamment en téléconsultation. Je vais essayer juste en peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, donner quelques éléments de contexte. On va essayer de voir si on peut utiliser aussi l'outil GoClap pour avoir votre avis, puisque vous êtes nombreux. On va voir si ça fonctionne très bien. Et puis, voilà, sinon, dans le cas contraire, on ajustera. Juste pour préciser que je suis donc aussi intervenant pour Santé Académie, et que dans ce cadre-là, voilà, j'ai l'habitude assez régulièrement d'intervenir sur la thématique de la situation de gestion de conflits, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis, un autre élément, puisque Yanis, vous avez parlé de l'association SPS. Donc, je suis également intervenant pour l'association SPS, notamment sur des thématiques en lien avec les IJAD, les soirées thématiques sur des ateliers, et sur lesquels j'interviens évidemment sur la prévention des risques psychosociaux et sur la gestion des conflits. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, donc j'aurai le plaisir d'intervenir sur les conflits, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc, simplement pour préciser, donc Santé Académie propose également pour les médecins, puisqu'on s'adresse aux médecins, donc des actions de formation qui peuvent être intéressantes aussi pour vous. Donc, voilà, vous aurez toutes les informations sur le support visuel. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, au programme, voilà, quelques éléments sur les conflits qui peuvent évidemment survenir dans le cadre de votre exercice professionnel pour les médecins pratiquant la téléconsultation.
on donnera quelques exemples et quelques conseils pratiques sur justement quels sont les leviers qui peuvent être intéressants pour permettre de contenir et d'apaiser des relations de tension, voire de conflits qui peuvent émerger à l'occasion des consultations. Et puis, on va surtout, je l'espère, que vous aurez quelques témoignages, retours d'expérience et des questions qui vous animent sur justement les ajustements communicationnels qui peuvent être intéressants dans la relation avec les patients dans ce format qui est un peu particulier évidemment de la téléconsultation. Et puis on espère peut-être qu'en fin de webinaire, que l'on puisse éventuellement retenir ensemble quelques points qui vous sembleraient importants dans le cadre d'une checklist pour avoir quelques éléments de prévention. Voilà, et le tout s'appuyant bien sûr sur des recommandations que vous connaissez également, notamment de la Haute Autorité de Santé. Alors, ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, si vous avez la possibilité de le faire, ce serait de pouvoir flasher le QR code pour peut-être recueillir quelques éléments d'information qui peuvent être intéressants sur votre situation. Donc, vous avez en visuel normalement le QR code. Si vous pouvez soit utiliser votre téléphone portable pour permettre de flasher QR code, mais je peux mettre aussi je vais le mettre aussi dans le chat le lien qui peut être intéressant à croiser. Hop, ici. Tac. On va voir si ça fonctionne. Hop. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat pour voir si vous pouvez vous connecter, si c'est possible pour vous. Et puis, je vais ensuite voilà, relancer le diaporama, voilà, en espérant que ça fonctionne pour vous. Donc, je vais refaire encore le lien. Hop, afficher. Tac, 30 secondes. Voilà. Voilà, je vais remettre le diaporama. Voilà, est-ce que... Alors, je vais aller tout de suite sur cette petite image. Dites-moi, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Est-ce que c'est visuel ou pas? Oui. Oui, d'accord, très bien. Bon, c'est un petit test, hein, simplement pour demander voilà, si vous arrivez à vous connecter. Et si c'est le cas, est-ce que vous auriez la possibilité de donner votre ressenti là, ce soir, au moment où on échange ensemble, hein, c'est simplement une phase test. Hein, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein, je pense que vous connaissez ce dispositif. Voilà, donc j'attends encore quelques minutes. Ça me permet de voir également combien de personnes se connectent. Voilà, donc là, 5 personnes. Hop, je vais essayer de le mettre en visuel. J'espère que le timing se fait apparaître. Oui, très bien. Bon, bah, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Je regarde le nombre de personnes. OK, 10 personnes. J'attends encore un petit peu. Yanis, vous êtes OK ou pas? Oui, le temps que les personnes se connectent. Parfait. OK, OK, OK. Bon. Très bien. OK, super. Bon, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais passer donc à l'élément suivant. Là, c'était vraiment une petite phase test, hein, c'était juste ça. Alors voilà, donc juste un petit mot comme ça, si vous pouvez écrire quel est votre état d'esprit ce soir, dans quelle disposition vous trouvez. C'est toujours intéressant d'avoir quelques éléments de contexte. Comme vous avez précisé, Yanis, les soirées thématiques, enfin les thématiques que vous proposez ont souvent peut-être lieu le midi, peut-être, mais là c'est un petit peu le soir. Mais moi, connaissant un peu les médecins, je sais qu'ils aiment bien aussi le soir permettre d'échanger. Ça permet d'avoir un peu plus de temps. Voilà, donc, OK, super, détendue, sereine, soulagée, c'est intéressant, fatiguée, zen, curieuse, OK, détendue, fatiguée. Et oui, c'est toujours intéressant de connaître un peu votre ressenti. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez, là, on se libère ce soir, hein, on se fait plaisir. Donc voilà, donc fatiguée, sereine, soulagée, OK, allez, on y va. Parfait, 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 c'est bien. Rassurée, zen, curieuse, ok, parfait, fatigué. Donc on voit déjà effectivement que le mot fatigué est un peu plus important, donc ça veut dire que plusieurs personnes sont dans cette situation, donc ce qui montre bien que rien que l'état de disponibilité psychologique dans lequel vous êtes dans le cadre de vos consultations montre qu'il peut y avoir aussi des facteurs de risque dans les relations lorsque c'est un peu tendu avec le patient, surtout quand vous êtes un petit peu moins disponible. Sur le plan émotionnel, donc ça peut effectivement avoir
ça peut avoir un impact. Mais bon, globalement, vous êtes plutôt, voilà, amoureuse. Ça, c'est bien l'humour médical. Bon, ok, c'est super. Alors, je continue. Allez, on va rentrer sérieusement dans les éléments. Depuis combien de temps vous exercez la profession médicale de médecin? Est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui peuvent le faire, c'est toujours bien, même si effectivement, voilà, le groupe vous connaît bien, mais moi, ça me permet d'avoir une petite idée. Voilà, plus de 20 ans, ok, super. J'entends Donc, plus. voilà, super. Ok, ok. Bon, j'attends encore un petit peu pour que les personnes puissent. Donc, n'hésitez pas. Voilà, moins de 5 ans. Donc, ça me donne une petite idée entre les. Plus rien. Vous ne voyez plus rien? Si? Voilà, moi, je ne vois pas les participants, mais par contre, voilà. OK. Allez, on essaie de. Ok, ça me donne une petite idée. 5. Donc, globalement, vous avez voilà, donc une solide expertise professionnelle dans le champ médical. Ok, j'attends encore un petit peu. Je regarde le petit commentaire. Remplaçante et installée, d'accord, parfait. Ok. Ok. D'accord. Ok, donc voilà. Donc une solide expérience en tous les cas dans le champ. Ok, je continue. Donc excusez-moi. Donc j'avance un tout petit peu. C'est pour se donner le temps aussi de pouvoir échanger. Votre spécialité médicale, si vous pouvez éventuellement, voilà, simplement donner la discipline. Voilà, ça me permet d'avoir une petite idée. Voilà, donc médecin G, donc généraliste. Alors voilà, plutôt généraliste. Ok. Médecin, vous êtes tous. Voilà, est-ce qu'il y a des spécialistes pédiatres? Parfait, pédiatrie particulier, effectivement, téléconsultation. Ok, mais donc voilà, donc en majorité, vous êtes plutôt voilà, donc en médecine générale. D'accord. Ok. Parfait. Donc 12 personnes ont pu s'exprimer. Ok. Et puis voilà, la question qui m'intéresse le plus en particulier, voilà, depuis combien d'années vous pratiquez la téléconsultation? Voilà, dans votre exercice médical, c'est ça qui va être intéressant dans le contexte, je dirais, du développement de ce type d'activité médicale. Donc, si vous pouvez aussi donner votre avis. Hop. Voilà, je vais laisser un tout petit peu de temps là-dessus. Ok. D'accord. Vous êtes nombreux. D'accord, moins d'1 an. Moins d'1 an, d'accord, 3 ans. Ok, 7 et 9. Ok, je regarde un petit peu les commentaires. 1 mois chez Lévi et 2 ans. Oui, bien sûr, d'accord, je comprends. Parfait. Et là, voilà, cabinet depuis 2 ans. D'accord, ok, super. Ok, donc globalement, voilà, vous avez voilà, donc quelques années de pratique, mais qui est quand même dans un contexte plutôt lié à la situation sanitaire, on va dire le contexte sanitaire, puisque voilà, avec la crise sanitaire, il y avait effectivement le déploiement important de la téléconsultation. Parfait. Ok. Et alors, dernière question, comme ça me permet d'avoir une petite idée. Alors, selon vous, quels seraient les différents facteurs qui pourraient altérer la qualité de la relation médecin-patient dans le cadre de la téléconsultation? Est-ce que vous pourriez donner votre avis? Ça prend un tout petit peu de temps. En fait, vous donnez votre avis entre 1 et 5 pour chaque élément, en espérant que ce ne soit pas trop compliqué pour vous, mais c'est simplement pour avoir une petite idée. Puis ensuite, on démarre tout de suite sur les recos, les recommandations. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors, c'est normal, il faut que vous puissiez donner votre avis. Alors, si vous n'avez pas d'avis, vous mettez 1. Si vous pensez que les facteurs sont élevés, vous mettez 5. Sinon, évidemment, vous mettez la graduation qui correspond à votre réalité. Voilà, donc je vais regarder. Je vais laisser en toile d'araignée pour avoir une petite idée, pour savoir qu'est-ce qui semble le plus manifeste, sachant que Flora et Fadila ont exprimé tout à l'heure, évidemment, des facteurs de risque non négligeables. Voilà, donc alors, je vois. Donc, problème de connexion sur la plateforme, OK. L'impossibilité, évidemment, de réaliser les examens physiques, OK, du patient. C'est ce qui semble se dégager. Je vais juste prendre les 3 éléments qui sont mis en exergue. Les délais d'attente aussi, voilà, qui on traite encore un petit peu. Voilà, savoir comment on se situe un peu. J'attends un tout petit peu. Ah, ça se positionne. Ok, clarté. Attente.
Ouais, les attentes réalistes. Ok, 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 ok. Donc, connexion, les attentes inadaptées du patient, la difficulté à établir une relation de confiance aussi, ça peut arriver, mais on va dire globalement, hein, c'est plutôt, hein, on voit bien que c'est connexion, puis l'impossibilité d'évaluer l'examen du patient. Ouais, tout à fait. Ouais, tout ça, ça participe évidemment avec des facteurs de risque. Voilà. Je vois que ça continue à voter, donc je vais laisser encore un tout petit peu parce que celui-ci est intéressant. Ok, 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 ok. Super. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Ok, donc là, je vais avancer un tout petit peu. Alors évidemment, donc les difficultés en téléconsultation, vous l'avez évoqué. Hein, voilà, donc j'ai donné quelques cas, mais c'était quand même un peu fictif, hein. Mais typiquement, ça peut être évidemment des problématiques qui sont en lien avec le fait que le médecin ne peut pas, dans certaines circonstances, permettre de réaliser un examen physique parce que la situation le justifie. Donc, ça peut être un facteur de risque, évidemment, d'incompréhension dans la relation, évidemment, entre le patient et puis le médecin. Donc, ça, c'est un élément qui arrive évidemment souvent. Ça peut être aussi, alors là, vous l'avez énoncé, hein, donc des difficultés de nature technique d'accès à des informations médicales qui nécessitent quand même d'avoir un étayage assez important. Donc, ça peut aussi générer, donc être source de tensions, de malentendus et d'incompréhension. Comme ça peut être également dans la difficulté de pouvoir aussi permettre d'avoir une perception sur le ressenti du patient, notamment sur son langage un peu verbal et non verbal, surtout non verbal en particulier, donc ce qui est quand même plus difficile évidemment en consultation. Et puis évidemment, vous l'avez dit, dans votre ressenti, donc c'est que la relation de confiance peut être un peu compliquée aussi dans certaines situations où il faut évidemment investir cette relation qui est tellement importante évidemment dans la relation, le colloque singulier. Effectivement. Donc, évidemment, les facteurs de risque pour le médecin en matière de source de tension, évidemment, donc peut être voilà, les problèmes de limitation de l'examen clinique, voilà, donc en lien avec la difficulté d'être en contact physique avec le patient. Donc, j'ai bien entre guillemets des petits verbatims qui peuvent être exprimés ou ressentis par le médecin, hein, d'accord. Donc, le fait de ne pas pouvoir ausculter, donc ça peut être un peu frustrant. Le deuxième point, donc évidemment, les problèmes techniques d'interopérabilité lors de la connexion de la séance, évidemment, donc cette contrainte peut aussi engendrer un facteur de risque. La sécurité et la confidentialité des données dans le partage d'informations, voilà, donc ça peut être aussi une source de préoccupation à la fois du médecin, mais qui peut aussi engendrer des difficultés dans la relation avec le patient en téléconsultation. Ça peut être également, on peut le noter aussi, hein, le fait que les médecins ont peut-être certains ont des petits soucis sur les bonnes pratiques en téléconsultation parce que ça demande quand même d'avoir une certaine habitude. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, comment dirais-je, Yanis, donc le sentiment d'isolement du médecin dans sa pratique clinique, ça peut être aussi voilà, une source évidemment d'appréhension et d'anxiété. Alors, je ne vais pas développer évidemment toutes les références scientifiques utiles qui promouvoient en tout cas les bonnes pratiques en téléconsultation. Vous les connaissez, hein, donc je les ai simplement mis en référence pour que voilà, vous ayez aussi ces éléments-là. Mais bon, globalement, la Haute Autorité de Santé donc, propose beaucoup de recommandations. Mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est voilà, de connaître les principales causes des situations de conflit en téléconsultation. Alors, on a souhaité peut-être mettre en évidence, on va dire, de façon un petit peu plus opérationnelle, quels sont les éléments qui reviennent, qui peuvent revenir. Donc, la question du manque de temps, hein, puisque les téléconsultations, des fois, peuvent être, de votre point de vue, hein, évidemment de courte durée, mais donc ça peut être aussi une source de frustration lorsque le patient souhaite avoir un temps de verbalisation par rapport à ses problèmes de santé. On l'a dit, donc ça peut être évidemment des problèmes techniques, donc des problèmes de connexion, naturellement. Ça peut être des problèmes d'incompréhension, hein, sur les informations médicales, parce que tous les patients n'ont pas forcément, je dirais, les modalités de compréhension sur les consignes médicales qui sont importantes, évidemment. Ça peut être évidemment les attendus, hein, qui peuvent être inadaptés, hein, du point de vue du patient, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Ça peut être aussi la difficulté à établir une relation
Donc voilà, évidemment, par rapport à la contrainte de ne pas pouvoir, dans certaines circonstances, permettre évidemment l'examen clinique physique. Ça peut être aussi le manque de clarté dans la communication, hein, parce que certains patients peuvent aussi éprouver le sentiment de ne pas forcément comprendre parfois le jargon médical dans certaines situations où le patient évidemment peut être aussi avoir certaines limites. Ça peut être également la gestion des émotions implicites et explicites, hein, c'est-à-dire que la perception, je dirais, indirecte sur les sources de stress, d'anxiété ou de frustration, hein, pendant la séance, pas toujours simple à repérer. Ça peut être également l'absence de suivi médical, hein, donc, qui peut être aussi une source de frustration. Voilà, donc, donc en périphérie de la téléconsultation. Il peut y avoir des problématiques autour de la confidentialité et de la sécurité, notamment concernant le partage, en tous les cas dans les échanges, et puis surtout pour que le patient puisse avoir le sentiment d'être en sécurité par rapport à l'utilisation évidemment de ces données. Et puis ça peut être des difficultés pour le patient à utiliser. Donc les nouvelles technologies numériques parce que parfois, évidemment, peut-être que les conditions ne sont pas tout à fait favorables du côté du patient. Et là, encore une fois, hein, c'est quand même aussi des éléments à prendre en compte. Alors, comme ça a été évoqué tout à l'heure, hein, donc Yanis, vous avez beaucoup insisté là-dessus. C'est vrai qu'en règle générale, et puis bon, Fadila, Flora, vous avez beaucoup insisté notamment sur le suivi des réclamations. C'est vrai que si on souhaite évidemment réduire les situations de risque, eh bien, la communication assertive est vraiment essentielle, hein, donc, dans laquelle elle intègre bien sûr de l'empathie. Bon, globalement, vous savez de quoi il s'agit, hein. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses émotions, ses opinions et ses besoins de manière claire, directe et respectueuse, tout en respectant ceux des autres. Voilà. Et c'est là où il peut y avoir évidemment des situations de désaccord, de malentendus et d'insatisfaction et de frustration importante du patient. Et ça, vous l'avez dit, Fadila, dans le comportement du patient et même dans le verbatim du patient. Donc, évidemment, ça peut être des situations quand même un peu compliquées. Alors, quelques postures d'assertivité qui peuvent être utiles en téléconsultation. Alors, je vous rassure tout de suite, les médecins généralement connaissent ces différentes postures. En revanche, ce qui est un peu particulier, c'est que dans le cadre de la téléconsultation, comme il y a l'obstacle évidemment de l'écran, c'est pas toujours évident, évidemment, de mettre tout ça dans le champ de la conscience, mais voilà, ça peut être intéressant quand même de mettre en évidence voilà, 10 postures qui peuvent être intéressantes à réinterroger, en tous les cas, sur lesquelles porter une attention singulière. Alors évidemment, c'est l'écoute active que vous connaissez bien. Alors, toujours un peu délicat les premières minutes, hein, donc lors de la téléconsultation, déjà d'installer évidemment le patient dans de bonnes conditions. C'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir effectivement, on l'a vu tout à l'heure, des contraintes techniques et puis des contraintes aussi qui sont propres au patient. L'expression claire, c'est-à-dire parler de manière claire, pas toujours simple quand le temps de la téléconsultation est relativement court, mais en même temps, c'est vrai que c'est un enjeu important. Bien sûr, faire preuve d'empathie, mais ça, c'est vraiment la fibre clinique du médecin. Donc, voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, sauf qu'évidemment, le patient peut avoir aussi un niveau d'empathie attendu qui est peut-être différent. Ça peut être également le fait aussi de faire respecter aussi les limites parce qu'il y a les contraintes à la fois du temps de la téléconsultation et puis évidemment les contraintes de temps du patient parce que le patient peut avoir besoin d'un temps plus important pour cette téléconsultation. Ce qui est important donc, dans l'assertivité aussi, c'est le feedback constructif, c'est-à-dire la manière de pouvoir faire un retour du côté du patient pour valoriser le patient et puis pour lui faire comprendre évidemment l'intérêt de suivre les consignes médicales. Naturellement, il y a la question des conflits, hein, parce que lorsque le patient exprime un désaccord dès le début et avec parfois des propos qui ne sont pas du tout adaptés et pour lesquels vous avez beaucoup insisté, Fadila, sur des patients pour lesquels malheureusement le suivi médical ne pouvait plus se faire parce que le comportement du patient n'était pas du tout adapté. Ça peut être aussi intéressant, c'est la transparence, hein, c'est-à-dire voilà, partager ouvertement en téléconsultation donc, sur les différentes contraintes. On ne peut pas tout aborder, évidemment, on ne peut pas tout traiter, évidemment, dans le cadre de la téléconsultation. La question de la confidentialité, elle est importante, donc ça c'est un élément clé aussi, hein, parce que le patient a besoin d'être rassuré aussi sur cet élément. C'est aussi le fait de s'adapter, et c'est ça, c'est peut-être là où c'est un peu plus difficile, hein, pouvoir ajuster la téléconsultation selon les besoins spécifiques du patient, qui n'est pas toujours clair, et pour lequel le médecin doit
toujours être vigilant là-dessus. Et puis, valoriser l'autodétermination du patient, c'est-à-dire que le patient puisse aussi exprimer son point de vue, son choix, même s'il n'a pas forcément toute l'attitude dans les éléments de compréhension. Mais on va toujours rechercher, évidemment, si le patient a bien compris, s'il était en capacité de pouvoir exprimer son point de vue. Alors, j'ai mis des verbatims qui peuvent être intéressants parce que ce qui est intéressant, c'est concrètement, hein, finalement, comment cette communication assertive, elle peut se faire. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir repérer un peu les facteurs de risque, les signaux d'alerte un petit peu silencieux. Alors, j'ai mis à gauche, par exemple, voilà, des facteurs d'alerte qui doivent interpeller le médecin, notamment les silences prolongés du patient, voilà, les réponses évasives, mais ça peut être aussi le langage corporel qui est plutôt fermé, les bras croisés, le regard un peu détourné. Ça peut être aussi des questions répétitives, hein, que le patient, évidemment, réitère sur la question de son traitement, sur les préconisations médicales qu'il a besoin d'être bien en compréhension. Ça peut être aussi l'interruption fréquente du médecin, c'est-à-dire que le médecin parle, mais le patient interrompt de façon régulière. Donc ça aussi, ce sont des petits signes d'alerte. Ça peut être évidemment, vous l'avez dit, hein, donc des patients qui sont plutôt impatients, qui sont irritables et qui peuvent évidemment voilà, être un peu dans des écarts de conduite de comportement. Ça peut être des remarques, des critiques voilà, ou douteuses, hein, sur le déroulement de la téléconsultation. Là aussi, hein, ça peut être ça peut être aussi le fait d'exprimer un besoin de consultation en présentiel. Donc ça par contre, c'est intéressant parce que ça permet de donner aussi une limite par rapport au champ du possible sur la téléconsultation. Ça peut être également des inquiétudes, hein, sur la confidentialité des données. Donc ça aussi, c'est petit signe d'alerte, comme la difficulté à comprendre le discours du médecin, hein, donc sur les éléments de langage. Et puis, ça peut être aussi le fait que voilà, donc on sent que le patient n'est pas tout à fait coopératif. Et ça peut être aussi un facteur de risque. Voilà, on pourra y revenir évidemment dans le cadre des préconisations, voilà, sur des éléments de langage qui peuvent être intéressants. Donc voilà, alors je voulais pas être trop long sur mon exposé, mais bon, l'idée, c'est aussi quelque part, voilà, donc à travers les témoignages que vous pouvez apporter, c'est voilà comment voilà, établir une relation de confiance avec le patient, notamment à distance, voilà, gérer les malentendus et les frustrations, les signes de mécontentement, les communications pour adapter un peu évidemment éviter les situations de conflit. C'est lorsque le patient refuse de suivre des recommandations que vous donnez en tant que médecin lors d'une téléconsultation. Donc, voilà, Fadila l'a évoqué tout à l'heure. Parfois, le patient n'arrive pas forcément à prendre en compte quand même la décision médicale, qui est quand même très importante. Elle engage de la responsabilité. Bon. Comment gérer donc les attentes irréalistes du patient en téléconsultation, comment assurer la confidentialité et la sécurité des données pour éviter les conflits, et comment voilà, gérer aussi les complications imprévues en téléconsultation, parce que ça peut arriver aussi. Comment recueillir les retours du patient, hein, ça vous avez parlé aussi, pour faire en sorte que ce soit plutôt constructif. Voilà, il y a plein de questions qui se posent dans le cadre de la relation, et moi j'aurais été intéressé voilà, pour avoir aussi vos éléments de retour d'expérience, mais je peux peut-être continuer un petit peu parce que je vois que le temps passe. Je peux donner quelques éléments qui peuvent être utiles, hein, pour réduire les conflits en téléconsultation avec quelques conseils pratiques. Alors, c'est vrai que ça peut vous sembler évident, mais vous savez, les sources de conflits peuvent émerger de contextes assez ordinaires. Hein. Donc, c'est vrai, comme vous le savez, c'est toujours important de bien préparer en amont son environnement matériel de travail, évidemment, la connexion, le matériel, évidemment, la disponibilité de la plateforme. C'est aussi voilà, collecter les informations du patient, voilà, qui vous semblent voilà, nécessaires. C'est aussi, alors pour vous, être dans un environnement dans lequel voilà, on peut favoriser un climat plutôt apaisant, donc un lieu calme avec une luminosité, un fond d'écran plutôt neutre, ça c'est important aussi, hein, pour éviter tout malentendu. Alors, pendant la téléconsultation, alors tout ça, hein, ce sont des éléments qui permettent aussi d'apaiser et de réduire les facteurs de risque. Hein. C'est effectivement l'accueil, évidemment, c'est la dimension chaleureuse, c'est aussi la vérification vraiment de l'identité du patient, c'est de privilégier naturellement l'écoute active que vous connaissez bien, hein, naturellement, donc avec voilà, toutes les techniques de reformulation, questions ouvertes, faire preuve d'empathie, rassurer tout le temps. Faire clarifier aussi les attentes du patient, parce que parfois le patient peut avoir des attentes qui sont un peu floues. Donc, évidemment, donc dès le début, hein, donc indiquer un peu les objectifs et le déroulement de la téléconsultation. C'est aussi voilà, utiliser la communication. C'est de vérifier au fur et à mesure, évidemment, le niveau de compréhension du patient, donc au rythme du patient.
Et puis, voilà, on identifie assez rapidement les facteurs de risque sous-jacents de conflit avec les signaux faibles de mécontentement ou de frustration du patient que j'ai cité un petit peu avant. Et puis, après la téléconsultation, évidemment, ne pas hésiter à demander un petit peu avant la fin donc le retour patient, c'est-à-dire voilà, donc, connaître un peu son ressenti, puis bien sûr, voilà, tenir compte aussi dans le feedback sur les éléments qui peuvent être évoqués. Et puis aussi, alors ça a été évoqué puisque Fadila donc, a évoqué le fait qu'il fallait aussi tenir compte, évidemment, tirer les enseignements de pistes d'amélioration, bien sûr, c'est de pouvoir identifier les facteurs qui peuvent être utiles. D'autres éléments, si le temps me le permet, dites-le moi Yanis, hein, si je peux encore parler, j'en profite un petit peu. Il y aura juste des questions, enfin il y a une question qui sera posée après, je pense, mais enfin, je ne sais pas comment vous voulez faire. Oui, je je vais continuer un tout petit peu, là j'ai encore deux petites slides, et puis après je proposerai davantage. On fait comme ça. Les échanges là. Comme ça me permet, voilà, pour les médecins, comme ça, ils voient un petit peu les choses. Alors, quelques conseils pratiques pour bien démarrer la séance. Alors, j'ai mis quelques verbatims. En fait, c'est simplement pour donner une illustration. Attention, ce ne sont pas des conduites à tenir, c'est simplement des éléments pour comprendre. C'est important, évidemment voilà, l'accueil du patient, ça vous le savez. C'est le motif de la demande de téléconsultation, donc avec des éléments de verbatim, encore une fois, qui sont voilà, qui permet de sécuriser un peu les choses, rassurer le patient en permanence, donc avec les éléments de compréhension, hein, je comprends, s'exprimer avec un langage simple, tellement important, donc voilà, donc pour voilà, rassurer aussi le patient, donc lui dire, en lui demandant de ne pas hésiter, évidemment s'il ne comprend pas, de pouvoir vous interpeller, faire clarifier aussi les symptômes du patient, quand le patient évidemment s'exprime. Donc encore une fois, c'est des éléments de verbatim pour réduire les frustrations, hein, on est vraiment là-dessus. C'est aussi synthétiser les points de vue exprimés par le patient, hein, donc en lui disant, bah, écoutez, voilà, pour résumer notre échange, voilà, donc si je comprends bien, donc il y a ceci, ceci et cela. C'est aussi encourager le patient à poser des questions, voilà, donc, et donc en interpellant sur ce sujet. C'est aussi optimiser le temps qui est relativement court, mais avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est aussi annoncer, hein, les choses en disant, voilà, donc voilà, la durée de la consultation voilà, sera forcément limitée, mais on va essayer de faire en sorte de bien s'assurer que tous les éléments sont importants. C'est aborder, alors ça a été évoqué aussi par Fadila, les alternatives, hein, quand évidemment il y a la nécessité d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire pour la consultation présentielle, ou s'il faut trouver d'autres modalités parce que le patient n'est pas tout à fait satisfait. C'est aussi suggérer un suivi, hein, si nécessaire, bien sûr, mais ça vous le savez. Donc tout ça avec des éléments de verbatim, je crois que c'est vraiment important. Je crois que j'ai encore 2 slides aussi encore là-dessus, mais tout ça sont des éléments, hein, que vous pourrez retrouver en parcourant tranquillement le diaporama. C'est aussi voilà, adopter des éléments de langage qui peuvent être utiles en cas de dérapage du patient. Donc ça, c'est le petit slide que j'ai un peu ajouté. C'était suite donc effectivement les retours des événements indésirables que vous avez recensés. Et c'est vrai que c'est intéressant, voilà, donc toujours d'insister aussi voilà, sur la pertinence de la téléconsultation, hein, donc bien indiquer que, voilà, que c'est une modalité, mais il y en a d'autres, voilà. Les frequent flyers, donc c'est les patients qui effectivement qui consultent très régulièrement. Alors ça peut être intéressant aussi de dire avec beaucoup de bienveillance, hein, que le patient, voilà, je constate que vous consultez très régulièrement téléconsultation et j'aimerais comprendre ce qui vous préoccupe. Alors peut-être qu'une consultation présentielle peut être plus adaptée. Enfin, on essaie d'amener les choses de telle sorte que le patient ne le vive pas de façon un peu voilà, inadaptée. Alors parfois il y a des demandes qui sont de prise en charge médicale qui sont inadaptées. Donc là aussi, hein, on essaie d'expliquer aux patients, voilà, je comprends votre demande, mais bon, il y a certaines prescriptions qui ne peuvent être faites qu'après un examen approfondi. Enfin, voilà, on amène des éléments, si vous voulez, dans le verbatim, hein, pour apaiser. Parfois, vous avez les comportements inappropriés, évidemment, du patient envers le médecin, donc avec, voilà, vous l'avez dit, un discourtoisie et agressivité. Là aussi, c'est important aussi, hein, de dire que, voilà, donc j'entends bien que voilà, vous êtes un peu frustré, mais je suis là pour vous apporter des éléments de réponse. Mais par contre, nous devons rester respectueux l'un envers l'autre parce que voilà, c'est important. Et donc, voilà, on invite à reprendre l'échange en demandant toujours évidemment le point de vue du patient, mais simplement pour montrer quand même qu'il y a quand même des limites en tout. Parfois, le patient peut être aussi amené à donner des informations qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc là, c'est important aussi de pouvoir aussi avoir des éléments de verbatim, hein, pour s'assurer quand même que les informations sont exactes, parce qu'il peut y avoir évidemment des erreurs ou des problèmes de clarté.
Il peut y avoir évidemment des propos diffamatoires ou des insultes que le patient peut proférer auprès du médecin. Donc là aussi, il y a des limites évidemment sur cette modalité de téléconsultation. Donc il est important de dire aux patients évidemment qu'il faut absolument qu'il y ait un respect mutuel, parce que sinon effectivement la consultation ne peut pas forcément se suivre. Vous avez bien sûr les annulations, donc ça c'est toujours un sujet de questionnement, et ça peut être intéressant si vous êtes amené effectivement à avoir des patients qui annulent très fréquemment et pour lequel vous souhaitez lui en parler. Pas même chose avec les éléments de verbatim. J'ai remarqué que vous n'avez pas pu vous présenter à plusieurs des téléconsultations, donc ça peut arriver, mais il est important quand même de respecter les rendez-vous parce que votre suivi médical est important pour vous. Voilà, on essaie toujours de ramener de la bienveillance et de l'empathie. Vous avez des demandes, j'imagine aussi, de patients qui ont des demandes sur des traitements qui peuvent être en lien avec les addictions. Donc là aussi, on sait très bien que c'est un point de vigilance et donc c'est intéressant aussi, même chose, de sensibiliser le patient, notamment sur la question des facteurs de risque, les effets indésirables, mais on est dans les verbatims. Voilà. Et puis les abus, les messages qui ne sont pas appropriés sur la plateforme, ça peut arriver également. Donc c'est toujours intéressant de bien préciser que la téléconsultation est un espace strictement médical et que la nature des échanges reste uniquement dans ce cadre précis. Et voilà pour la situation médicale des patients. Et puis, dernier peut-être point, et après je vais m'arrêter, parce que je suis un peu bavard, quelques points de vigilance peut-être sur le plan juridique. Ça peut être intéressant de peut-être avoir des petits points de verbatim qui peuvent être utiles, notamment sur la pertinence de la téléconsultation. Donc, dire, voilà, avant de commencer, je vais évaluer si cette téléconsultation à distance est la meilleure option pour vous en fonction de vos symptômes. La question du consentement libre et éclairé, c'est un vrai sujet. Donc voilà, je voudrais vous expliquer comment se déroule cette téléconsultation, ainsi que les autres options qui pourraient être disponibles. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, la sécurité des données, donc c'est un élément de vigilance. L'identité de vigilance, naturellement. Donc l'identité du patient, c'est très important. L'examen clinique, effectivement, ça peut être aussi un facteur de risque. Voilà, donc on peut dire, dans certaines situations, il est important de réaliser un examen physique. Si je sens que cela est nécessaire, je vous recommanderai une consultation pour un examen physique. Bon, le suivi régulier, évidemment, c'est important. Enfin, je ne vais pas tout dérouler, mais j'ai mis quelques points qui peuvent être quand même utiles, ne serait-ce que pour se préserver un peu, encore une fois avec des éléments de verbatim, donc sur le suivi régulier, sur l'acculturation du patient, pour s'assurer que le patient comprend bien, sur la pertinence des informations et sur les limites aussi de la consultation, parce que, évidemment, c'est important. Voilà, donc je voulais donner quelques éléments qui peuvent être utiles, mais l'intérêt, c'est peut-être évidemment d'échanger sur peut-être des situations plutôt de l'ordre du vécu des médecins. Et là, je voudrais peut-être répondre aux questions. Voilà, hop. Et puis même surtout, peut-être… Ah, la communication non violente, super. Je veux bien répondre peut-être sur certains éléments. Alors, est-ce qu'on autorise ou pas la prise de parole, peut-être? Est-ce que ça peut être utile, Oui, déjà? justement, donc effectivement, il y avait un mot sur le chat sur la communication non violente, et puis il y a Martin aussi qui lève la main. Donc, Super. dans l'ordre. Super. Alors, moi, je suis assez… alors, la communication non violente, c'est très, très, très utile. Maintenant, dans le cadre de la téléconsultation, c'est-à-dire qu'avec un écran interposé, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile du tout parce qu'il y a plein de filtres qui n'apparaissent pas, notamment sur le langage corporel du Non, je ne suis patient. pas d'accord. Donc, Non, je pense que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. J'ai fait une formation. Je n'ai pas su flasher le code, mais je suis psychiatre. Donc, ça fait très 40 bien. ans, OK, ça fait super. 40 ans que je fais de la psychiatrie. Donc, il y a tant de choses que vous avez dites Ah, qui sont tout à fait vraies. c'est bien. Mais c'est le quotidien du psychiatre. Donc, la communication non violente, effectivement, est super efficace. C'est une formation. Donc, on sait l'apprendre. Et l'avantage de la téléconsultation ici maintenant, parce que je suis tout nouveau dans la téléconsultation, je l'en ai fait pendant le Covid, c'est qu'on a l'image. Donc, on sait quand même voir pas mal de choses sur le visage. Oui, justement, le visage. Ce qui est important dans la consultation non violente, c'est de partir aussi, et vous l'avez évoqué, mais
n'étiez pas très clair parce que je pense que c'est très important de se connaître soi-même. Ça veut dire que le patient a ses besoins. Allez, je ne vais pas expliquer la communication non violente, la formation que j'ai faite, ça peut se faire. Mais ce qui est important, c'est que j'ai eu l'occasion de faire 2 formations sur la gestion de l'agressivité, des conflits et de la violence en présentiel, dans des USIP, etc. Alors que là, on peut se faire agresser physiquement. C'est déjà une protection, c'est qu'en téléconsultation, physiquement, on ne peut pas être agressé. Verbalement, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est de rester dans l'émotion. Ça, c'est une formation que j'ai eu l'occasion de faire 2 fois dans ma carrière. Et ça marche très, très bien, rester dans l'émotion. Et la communication non violente, en fait, c'est un très, très bon livre qui dit « Arrêtez d'être gentil, mais restez vrai ». Il faut aussi pouvoir dire « Écoutez, monsieur, je n'aime pas tellement votre façon de m'adresser la parole. Allez, restez honnête avec le patient. Quand le patient vous traite de rebouteux, etc., ce n'est pas très gentil. Je dis « Écoutez, quand vous me dites rebouteux, ça me blesse, etc. Plus vous êtes honnête, moins vous aurez de conflits. » Oui, tout à fait. Alors, ça s'apprend. Hein. Oui, tout à fait, mais je la pratique en présentiel. Donc ça, en présentiel, c'est très bien puisque on a quand même plus de possibilités quand même d'appréhender la personne dans sa globalité, puisque au-delà du visage, on voit tout le reste, donc notamment le langage du corps. Je vous accorde évidemment que la communication non violente, elle est très très utile aussi dans le cadre évidemment de la téléconsultation. Maintenant, quand on l'a pratiqué pendant des années, on sait très bien que ça a ses avantages, mais ça a aussi ses limites si on n'a pas le visuel global du corps du patient. Ça, c'est vraiment important. Moi qui travaille en psychiatrie depuis 30 ans, je peux vous dire que si on n'a pas un visuel quand même sur d'autres éléments qui peuvent être aussi importants, eh bien, la respiration, par exemple, vous voyez, la respiration, c'est des choses qui ne sont pas forcément perceptibles dans le cadre, évidemment, de la relation par un écran interposé. Mais évidemment, c'est très, très important de tenir compte du langage paraverbal. Maintenant, comme la durée de la consultation, de la téléconsultation elle n'est pas très longue, donc ça veut dire que ça mobilise évidemment beaucoup d'éléments d'attention pour rester effectivement dans cette relation bienveillante et empathique avec le patient, surtout quand le patient exprime sa frustration dès le début, dès les premières secondes, et pour lequel, si en plus la connexion n'est pas bonne, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des obstacles supplémentaires qui ne permettent pas d'avoir une certaine fluidité dans la nature de l'échange. C'était simplement ce que je voulais partager avec vous. Mais je souscris complètement sur le fait que la CNV, c'est l'alpha et l'oméga. Je le pratique depuis 30 ans, donc je suis d'accord avec vous. Maintenant, on sait très bien que dès l'instant où il y a des filtres, notamment le fait qu'il y a la distance par écran interposé, et ça, tous les psychiatres le disent aussi, qu'on n'a pas forcément toute, je dirais, la latitude. On est obligé d'être quand même assez vigilant. Donc, le poids des mots est vraiment essentiel, mais on était sur des éléments assez génériques, c'est-à-dire évidemment la bienveillance, l'empathie, la compréhension, la reformulation, le fait d'avoir aussi une sensibilité sur les attentes et les besoins du patient. Ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'on ne sait pas ce que le patient, évidemment, souhaite, et même quand il souhaite quelque chose qui, de votre point de vue, ne vous semble pas forcément quelque chose d'urgentissime, comme l'ordonnance, évidemment, et pour lequel le patient s'emporte et vous insulte. C'est là où effectivement on a quand même quelques freins. Et pour aller plus loin, cher docteur, puisque j'adore les psychiatres, c'est que… On n'est pas tous fous, on n'est pas tous fous. Oui, c'est que du fait que le patient n'est pas, soit protégé par l'écran, eh bien ça lui offre toutes les libertés. Tout à fait. Je me suis laissé dire que quand ça m'est arrivé de faire des visites à domicile avec l'équipe mobile, un patient vu dans son contexte familial, dans sa maison, est beaucoup plus bavard qu'à la consultation où c'est un genre de match de boxe. C'est ce que je ne vais pas lui dire, qu'est-ce que je vais lui cacher. On dit qu'à la maison, apparemment, il n'y a pas ce frein. C'est ça. Et donc, l'écran en téléconsultation va encore augmenter ce filtre. Ça, je suis conscient de cela. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on est d'accord, cher docteur, et j'ai beaucoup de respect pour les psychiatres, vraiment, parce que j'ai été nourri par les psychiatres, donc tout va bien. Mais on ne sait pas. Je vous le dirai tout à l'heure.
Mais en fait, ce qu'il faut, enfin, je crois que l'élément vraiment très important, enfin, j'avais un élément complémentaire à partager avec vous, c'est le fait de dire que dès l'instant où le patient utilise l'outil téléconsultation, euh, force est de constater que c'est un outil qui est considéré comme un produit de consommation. Donc, le comportement du patient n'est pas du tout le même qu'en salle d'attente, hein, donc en présentiel. Et donc, la relation de respect réciproque, hein, n'est pas du tout de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on doit retripler de précautions, parce qu'on ne sait pas du tout dans quel contexte le patient se trouve au moment où vous cliquez pour ouvrir l'image et pour démarrer la téléconsultation. J'ai envie de dire que, évidemment, tout dépend de la qualité de la connexion technique et la qualité aussi de la relation qui s'instaure dès les premières minutes pour vraiment avoir une clarification de la demande du patient. Voilà, hein. Tout se joue les premières minutes. Ok, c'est bien. Je peux demander quelque chose. Avec plaisir. Allez-y. Emmanuel, c'est ça? Ah oui, d'accord. Bon, eh ben, écoutez, je voulais juste poser une question parce qu'il y a un sujet qu'a abordé Jean-Luc là rapidement. J'ai perdu une partie du webinaire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus eu le son à un moment, puis j'ai réussi à récupérer. Bref, mais c'était pour dire, c'est l'histoire des certificats, alors qui doit être un peu un parallèle des arrêts de travail. On a l'impression que souvent les patients, finalement, la véritable demande dans la téléconsultation, ce n'est pas le soin. Alors moi, je suis pédiatre, ce n'est pas le soin à l'enfant, c'est que le certificat. Et ça m'énerve, mais je ne peux plus supporter. Allô? Ah, je ne vous entends plus. Si, on vous entend, nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben, c'est tout. J'ai dit ce que je voulais dire. D'accord. Non, je suis admiratif sur le propos très authentique d'Emmanuel, voilà, qui dit sans filtre, qu'il ne supporte pas ce type de demande. Eh bien, on peut se mettre dans la réciprocité du côté du patient. Le patient ne supporte pas la moindre frustration, puisqu'il consomme un produit qui s'appelle la téléconsultation, avec évidemment une démarche, mais dans lequel il peut aussi ne plus être en capacité de prendre en compte le contexte médical de la consultation. Et c'est pour ça que c'est très important, dès les premières minutes, je pense, hein, de bien poser le cadre de cette téléconsultation pour donner les éléments. Voilà, c'est une consultation, c'est médical, la priorité c'est voilà, d'abord la situation de santé. C'est vraiment très important dès le début, parce que le patient peut instrumentaliser du coup cet outil et le considérer comme un produit de consommation parce que, évidemment, pour les raisons qui lui appartiennent. Mais évidemment, ça c'est tout l'intérêt de l'absence du contact physique. C'est parce que c'est l'écran, hein. Donc, tout est possible via les écrans, hein. C'est un petit peu sur les réseaux sociaux, hein. Donc, on s'autorise toutes les libertés. Et ça, vous le voyez. Donc, peut-être que dans une démarche qualité-gestion des risques, parce que moi, je suis aussi gestionnaire des risques, donc, puis à la Haute Autorité de Santé, on est très sensible quand même sur le fait que la qualité des soins doit être au rendez-vous, voilà, dès l'instant où c'est l'expérience d'une relation de soins avec le patient. C'est clair qu'il est vraiment très important de poser le cadre, Poser le cadre, ce sont les éléments un petit peu du contexte de la consultation. Voilà, donc ça se passe comme ça, en quelques mots, mais ce sont des éléments qui sont très, très, très importants en début de téléconsultation. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fadila, mais ça me semble vraiment essentiel. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'une des problématiques qu'on a aujourd'hui est l'information qu'on donne en amont de la téléconsultation pour que les patients soient conscients du cadre d'exercice et de ce qu'il est possible de faire ou pas en téléconsultation. Donc,
ils ont les CGU, il y a le site internet, il y a sur l'application des informations qui sont données sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Il est rappelé dans le parcours d'inscription que, par exemple, on ne fait pas d'arrêt de travail à la demande et qu'il n'y a pas de prolongation. Mais malgré tout, comme tout consommateur, les gens vont straight to the point. Ils payent pour avoir une ordonnance et en fait, ils ne regardent pas toutes les informations qu'on leur donne. Donc ça, c'est compliqué en fait de faire l'éducation des patients, sachant qu'il y a aussi une confusion chez eux entre la téléconsultation qui peut être réalisée avec son médecin traitant ou un médecin qui nous suit habituellement, donc qui nous connaît, qui ne va pas être limité justement par ce cadre de téléconsultation, et la téléconsultation via des plateformes, enfin via des sociétés de téléconsultation, où c'est un peu je ne vais pas dire un one-shot, mais ça peut être de la consultation ponctuelle. Donc effectivement, pour eux, c'est compliqué, hein. Donc je pense qu'on va avoir dans la prochaine dizaine d'années, tout va se réguler en fait. Voilà. Moi, je voulais faire une remarque justement sur des remontées des patients qui, généralement sont signalés comme étant agressifs, et qui, eux, nous remontent leurs ressentis au support et qui vont nous dire, et c'est là qu'en fait, on se rend compte que certes, les mots sont importants, mais le faciès est aussi extrêmement important parce que il y a une déformation et une amplification de certains tics qu'on peut avoir. Le petit ricanement, le petit sourire, le petit le petit voilà, ah oui, voilà, et ben tout ça, ils le perçoivent comme une agression, comme un manque de respect, et généralement, ça met un peu de l'huile sur le feu quand l'autre, il est un petit peu déjà remonté comme un coucou. Alors, s'il voit un petit rire sarcastique, c'est fini. Donc, en fait, il faut vraiment avoir un poker face et faire très attention aussi à pas être trop près de l'écran, à ce qu'on n'entende pas les enfants crier derrière, parce que ça, ils nous le remontent aussi. Oui, total irrespect du médecin, qui fait la téléconsultation dans sa cuisine, j'entends tout, et en plus il a rigolé, il ne m'a pas laissé en placer une. Enfin bon, je vous passe les détails, mais en fait, ils sont un peu sans pitié, et c'est à nous aussi de faire attention quand on s'adresse à eux en téléconsulte. Ah, vous êtes muté, Jean-Luc. Voilà, ma chère Fadila, vous m'entendez? Est-ce que c'est OK? Oui, c'est formidable ce que vous dites, chère Fadila, parce que, en fait, à cause des réseaux sociaux, mais à cause aussi des nouvelles technologies marketing aussi, dans la consommation d'un service. C'est vrai que puisque la population est habituée à avoir une qualité marketing dans la présentation visuelle du service, elle peut aussi avoir des interprétations inappropriées parce que, vous venez de le dire, hein, le fond d'écran, c'est pas adapté, le visage n'est pas en phase. Enfin, il y a cette espèce de l'esthétisme qui peut aussi constituer des erreurs d'interprétation du patient, parce que, alors ça, ce sont des biais cognitifs, mais comme vous le savez, qui sont imparables. Donc, ça voudrait presque dire, chère Fadila, qu'il faudrait presque aussi avoir une petite check recommandation, reco, mais avec toute la sympathie, avec la bienveillance de tous nos médecins qui sont indispensables, évidemment, pour la continuité des prises en charge des patients, bien sûr. Mais dans le cadre de l'écran interposé, la sanction est fatale. C'est-à-dire que le patient, dès l'instant où il n'a pas le sentiment d'être dans un contexte où c'est une situation, on va dire, médicale, si vous voulez, parce qu'il n'a pas les représentations en termes d'image, eh bien, ça peut aussi déformer, enfin, conduire à des erreurs d'interprétation. Et ça peut aussi maximiser aussi les écarts de conduite et de comportement. Et ça, on le voit très, très bien aux urgences. Enfin, je parle du présentiel, hein. On le voit très, très bien au service des urgences. On le voit très, très bien au service des consultations externes. On le voit très, très bien au service pour le cabinet du médecin généraliste, etc. Enfin, dès l'instant où il y a des facteurs de risque, où le patient n'a pas le sentiment d'être
dans un contexte évidemment de consultation médicale, ça peut aussi pour certains évidemment constituer un risque évidemment d'erreur de conduite dans les propos, enfin voilà, les propos, le comportement. Le patient a plus de chances de s'autoriser à insulter parce que il ne perçoit pas les éléments, si vous voulez, qui montrent que voilà, on est dans un contexte de consultation médicale. Alors oui, il y a aussi sans doute cette précaution aussi pour que les conditions de l'environnement dans lequel se trouve le médecin, il faut que ce soit quand même, voilà. Moi, je vois par exemple, je vois Yanis, son arrière-plan, enfin, c'est lumineux, le visage est clair, il est bien positionné au milieu, l'arrière-plan est OK. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est, voilà, ça incite le patient finalement à avoir une certaine tenue, quelque part, le respect, si vous voulez, parce qu'il reçoit des signaux, voilà, qui vont dans ce sens-là. Dès l'instant où les signaux ne correspondent pas au système de référence du patient et pour lequel le patient se dit c'est bizarre, en fait, il aura des biais cognitifs qui vont s'activer et il peut aussi avoir des dérapages dans les propos. Donc effectivement, mais ça c'est du fait aussi des réseaux sociaux, hein, ça c'est très clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'autre sens, donc il est demandé aux patients, de réaliser la téléconsultation dans un lieu où ils sont isolés, où la confidentialité est respectée. Donc ils ne sont pas censés, faire, comment dire? Pendant qu'ils font leurs courses, ils ne sont pas censés téléconsulter et donc nos médecins ont la consigne et généralement l'appliquent lorsqu'ils voient que le patient, n'est pas, dans de bonnes dispositions et lui disent: «Soit vous vous rapatriez dans un endroit adapté, je vous recontacte dans 5 minutes, soit je mets fin à la téléconsultation et puis vous retournez dans la file d'attente. Oui. Mais Alors, de ce point de vue-là, pour que ce soit, parce que moi, tout de suite, quand j'entends ça, je me dis, bon, alors, il faut une couverture juridique aussi. Donc, c'est ah tracé oui, dans les CGU. oui, oui, je sais bien, mais je parle le discours du médecin. C'est-à-dire que dans les verbatims, il faut effectivement qu'il ait des automatismes dans le fait de dire, écoutez, vous êtes dans un lieu public, donc ça veut dire que voilà, la confidentialité n'est pas réunie, je ne suis pas en mesure de pouvoir, voilà. Donc je vous propose évidemment un autre lieu si vous le pouvez, sinon je suis, voilà, par respect pour vous, pour vous protéger, je mets un terme à la consultation. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire le constat, de dire, écoutez, ça va être un peu compliqué, on va essayer de s'arranger. Ça s'appelle du bricolage. Donc, et ça, non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose qui, voilà. Et donc, autant permettre aussi au médecin d'avoir un verbatim qui lui permet tranquillement, enfin, il a juste à lire, hein, vous savez, c'est les recos, hein, voilà, vous êtes dans un lieu qui accueille du public, la confidentialité des échanges n'est pas réunie, je ne suis pas en mesure pour des questions, voilà, je ne peux pas. Donc, ce que je vous propose, c'est soit vous me rappelez, soit pour votre sécurité, je suis amené à mettre un terme à voilà, d'accord. C'est pas tout à fait la même chose que simplement de faire ce qu'on appelle, quand je dis du bricolage, c'est-à-dire je fais ce que je peux. C'est-à-dire, je suis surpris, je suis moi aussi piégé en tant que médecin parce que le contexte m'est imposé par le patient. Ça vous parle? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important aussi pour protéger les deux parties prenantes, hein, protéger le patient et puis protéger et sécuriser le médecin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Fadila, mais c'est des petits tips qui peuvent être Non, utiles. Hein. tout à fait, et qui peuvent éviter justement le conflit ou Voilà. le sentiment donné au patient qu'on le rejette et qu'on lui Exactement. refuse l'accès aux soins, alors que c'est simplement qu'il n'a pas respecté, je dirais, sa part de contrat, qu'il y a des contraintes Voilà. légales derrière. Et Oui, tout à c'est fait. ça, c'est ça. Alors, on essaie aussi d'être beaucoup dans l'empathie, hein. On essaie d'éviter d'employer le vocabulaire juridique, mais on essaie de faire comprendre au patient qu'on est là pour le protéger, pour sa sécurité. Et donc, du coup, à partir de là, évidemment, si la sécurité n'est pas réunie pour le patient, dans ces cas-là, voilà. Et en fait, ce sont plutôt des verbatims, hein, c'est plutôt des éléments de langage. Moi, je suis très, très, très attaché. Voilà. J'interviens beaucoup auprès des médecins, hein, aux urgences, SAMU, SMUR, etc. Et souvent, ils me relatent avec leurs émotions, hein, si vous voulez, la manière dont ils peuvent aussi être amenés à essayer d'apaiser une situation qui dérape. Et parfois, quand je les entends parler, je vois effectivement qu'ils mettent des éléments en fait qui sont contre-productifs, puisqu'en fait, ce sont des accélérateurs de l'accentuation du conflit. Voilà. Alors que, voilà, des fois, c'est des petites phrases, mais qui sont tout à fait bienveillantes, qui sont adaptées et qui permettent aussi d'apaiser le patient.
Yanis, tu as la main levée. Ouais, j'ai la main levée, mais je veux donner la priorité quand même aux réactions des médecins, parce que moi, c'était un complément de ce que vous étiez en train d'avancer, mais je vois que Svetlana Dervinos a réagi donc, en évoquant le savoir-vivre des patients, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, affalés sur leur lit, à peine habillés, paf la fumée des cigarettes vers la caméra. On parle de psychoéducation. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir, Jean-Luc. C'est vrai que Si, absolument. l'éducation. Oui, oui, oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une acculturation progressive de la téléconsultation, hein, donc le développement mondial un petit peu là-dessus. Donc, et c'est vrai que par mimétisme, même les patients parlent aussi dans leur environnement, c'est-à-dire comment ça se passe, etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de développer aussi une culture de l'éthique, hein, donc l'éthique médicale, c'est-à-dire dans quel contexte, évidemment, la téléconsultation peut avoir. Maintenant, il faut toujours se mettre dans la situation où parfois la téléconsultation se fait dans un contexte d'urgence, hein, urgence médicale potentielle, ça on ne le sait pas au départ. Donc c'est pour ça que le principe de précaution, c'est simplement de vérifier dès le début, les premières minutes, si on est vraiment dans un contexte favorable ou pas. Il faut toujours se garder quand même une certaine précaution parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vraiment d'insister sur le fait que dans l'intérêt du patient, et pour éviter aussi des malentendus, parce qu'on peut tout à fait, parce que vous savez, il se passe tellement de choses, le patient peut aussi filmer, enregistrer, et puis ensuite diffuser. Ça vous parle, enfin, on n'en a pas parlé, mais vous savez que tout est possible. Tout est possible. Donc, dès l'instant où le médecin est témoin d'un contexte environnemental qui n'est pas approprié et qui comporte des risques, ça peut être aussi préjudiciable si l'usage qui en est fait parce que le patient aura enregistré et filmé sans que le médecin, enfin bref, ce sont des choses comme ça peut être aussi quelque part des facteurs de risque. Donc, pour des raisons de sécurité aussi, dès l'instant où le médecin constate que l'environnement n'est pas tout à fait adapté parce qu'il y a des éléments, ça peut être aussi des principes de précaution qui peuvent être aussi très, très avec bienveillance, mais expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, enfin, la personne est nue, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un examen, c'est que c'est la personne qui se met dans cette situation. Donc ça peut être quand même, ça peut être problématique, au sens juridique du terme aussi. On est bien d'accord, c'est certain, et c'est partagé, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. J'avais, parce que oui, parce que je voulais. Oui, allez-y. Bon, écoutez, bonsoir. D'abord, on a plusieurs sujets à aborder dans les téléconsultations qui se répètent toujours les mêmes. Le premier, c'est le problème des antibiotiques. On a souvent des gens, moi je suis pédiatre avant tout, donc je donne très rarement très peu d'antibiotiques, on prescrit très peu d'antibiotiques, et on sent directement que le patient, il veut un antibiotique. Il dit, vous ne voulez pas prescrire un ampicilline ou bien n'importe quel antibiotique? Je dis non, dans l'intérêt des enfants, dans puisqu'ils ont l'habitude apparemment avec leur médecin traitant, que leur médecin traitant, prime abord, directement, il met antibiothérapie, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est le plus grand problème qu'on a avec nos patients. Directement, ils veulent l'antibiotique. Et on sent que du moment qu'on ne met pas l'antibiotique, qu'ils veulent jeter l'ordonnance, quoi. Ils ne veulent pas s'en servir. Ça, c'est un premier problème. Second problème, c'est que vu que je suis pédiatre, donc parfois, il veut consulter deux enfants, trois, avec la même consultation. Et ça, on peut faire une seule consultation, non? On ne peut pas prescrire deux antibiotiques ou bien, disons, deux traitements différents pour chacun, quoi. Ça, on sent que les parents ne sont pas contents, puisque je pense au cabinet, ils passent autrement, quoi. Et troisième problème, encore le plus fréquent, c'est le problème de l'ambiance, quoi. Souvent, on a déjà des mamans qui sont toutes seules ou bien qui vivent toutes seules avec deux ou trois enfants, donc on n'arrive pas à entendre ce qu'ils disent, ce qu'elles racontent. Et on dit, s'il vous plaît, un peu de calme. Elle dit, écoutez, docteur, je suis toute seule, je ne peux pas calmer, je suis avec des enfants, comme c'est un enfant, je ne veux pas le faire taire. Et elle crie sur vous. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, madame, mettez-vous dans votre chambre, je suis tout seul. Donc, c'est là où il y a vraiment le grand désarroi, quoi, avec les patients. Et ce sont des choses qui se répètent tout le temps. Et en plus, parfois encore, ils n'envoient pas les photos. Donc, ils vous montrent l'enfant
en vidéo. Et en vidéo, parfois, la photo elle est fluctuante. Parfois, ça dépend des réseaux. On ne voit pas ça bien. Et ils vous disent, oh, je n'ai pas pris de photo parce que je veux vous montrer en réel. Je dis, mais en photo, c'est plus net. Et les patients ne veulent pas comprendre ça. Et ce sont toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Toujours les mêmes. Antibiothérapie, ou bien ambiance qui n'est pas correcte, ou bien ils veulent consulter 2 ou 3 enfants, vous voyez, avec le même. Bien sûr, bien sûr. Ça fait aussi appel à notre déontologie médicale. Hein. Donc, quelles sont les limites? Quelles sont les limites sur le plan déontologique et sur le plan de la responsabilité aussi juridique, médicale, hein. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont très, très importants à clarifier. Alors, il y a les recommandations de la HAS aussi, hein, qui donnent aussi, je dirais, les règles de bonne pratique aussi. Alors, même si évidemment, du côté de la personne qui demande la consultation, mais qui se met dans une situation ou qui est dans une situation où la téléconsultation est très compliquée, c'est aussi une évaluation déontologique qui doit être aussi établie. Voilà, hein, parce que on peut se mettre dans une situation inversée où finalement c'est la patiente que vous avez eu l'occasion, enfin, qu'a un cas d'examiner et qui porte plainte contre vous parce que vous n'avez pas assuré avec toute la déontologie médicale le bon déroulement de cet examen. Alors, vous allez de votre côté dire, ben, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, sauf que, évidemment, le j'ai fait ce que j'ai pu ne constitue pas des éléments, si vous voulez, en phase avec les règles de bonne pratique qui ont été recommandées par. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose aussi voilà, il faut mettre ça aussi sur le tapis pour donner un peu quelles sont les limites aussi, hein, les limites parce que l'exercice évidemment de la téléconsultation est très 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 réglementé et il y a des situations qui atteignent leurs limites. Alors après c'est toujours une question éthique. Hein, mais en même temps, il ne faut pas oublier, moi je pense, il ne faut pas oublier quand même la responsabilité médicale. Ça, c'est très très important, surtout dans un contexte où, par écran interposé, il y a quand même une responsabilité de l'évaluation de l'état de santé de la personne. Ça, c'est fondamental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yanis, mais je crois qu'il faut aussi enfin, en tout cas, le juge, lui, il sera imparable. Il va regarder d'abord ce que disent les textes, voilà, et les recours. C'est la première chose. Et les evidence-based. C'est la première chose qui va être évaluée. Je ne sais pas si vous avez enfin, moi, c'est un petit peu le principe de précaution. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Yanis. Non, mais enfin, juste pour réagir très rapidement, parce que l'heure tourne, c'est tout à fait vrai. De toute façon, effectivement, nous, les médecins qui arrivent chez Livy sont un peu au courant justement de ce dogme qui reste réel dans toutes les situations de soins. Et la téléconsultation ne déroge pas. On est censé prendre connaissance de toutes les situations cliniques, même celles qui semblent pas adaptées de prime abord, si on suit simplement les déclarations du patient en amont de la téléconsultation, parce qu'il y a toujours un système où le patient peut donner des éléments par rapport à la situation qui l'embête. Les médecins doivent quand même s'intéresser à la situation, même si c'est pour lui dire rapidement que cette situation n'est pas la téléconsultation et rentrer dans la pédagogie à ce moment-là, lui expliquer justement pour quelle raison. Voilà, et que c'est important qu'il y ait peut-être une consultation en présentiel, voilà, parce que compte tenu de l'état, voilà. Et à partir de là, évidemment, alors la patiente peut être véhémente, hein, puisque c'était pas forcément son souhait. Mais avec beaucoup d'empathie, c'est aussi d'expliquer que pour l'intérêt de la maman, l'intérêt de l'enfant, qu'il faut avoir aussi des conditions un petit peu plus favorables pour que l'examen puisse se dérouler dans des conditions ad hoc. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter, justement, rebondir sur les remarques très, très intéressantes de Akram, parce que ça, typiquement, donc le fait que une maman qui réalise, parce que généralement, ce sont les mamans
qui réalise une téléconsultation doit faire en sorte de pouvoir s'isoler, prendre des photos parce que justement la vision caméra n'est pas assez précise, et faire comprendre que l'identito-vigilance, c'est une consultation parce qu'il y a un dossier médical derrière. En fait, ça fait partie de l'éducation des patients qu'on peut réaliser justement via les réseaux sociaux, parce que c'est un peu l'intérêt des sociétés de téléconsultation qui s'appuient sur ces réseaux qui sont très consultés pour pouvoir donner les bonnes pratiques aux parents. Donc, je vais en parler avec le service marketing, parce que typiquement, c'est des choses sur lesquelles on peut communiquer. En fait, on sème des graines et progressivement, les patients viendront à acquérir les bonnes pratiques, justement. C'est ça. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites, Fadila, je m'interrogeais sur le fait que, et ça c'est dans le domaine du marketing, ça fonctionne assez bien, c'est bonne pratique et pratique inadéquate, mais en vidéo. Vous savez, une petite séquence qui dure 15 secondes, juste avant le démarrage de la téléconsultation. Vous voyez, et ça, c'est… Ah oui, oui. Et ça, c'est imparable parce qu'en fait, on ne s'adresse pas forcément au patient, mais on s'adresse à la conduite du patient. Donc, en fait, le fait de voir des images et des attitudes adaptées ou inadéquates, mais ça peut être de façon tout à fait imagée, même des dessins animés, vous voyez, quelque chose. Adapté, pas adapté, vous voyez. On montre un espace adapté, un espace qui n'est pas adapté, et ça peut être intéressant sur une séquence extrêmement courte, hein, c'est 15 secondes, 10-15 secondes, c'est un petit peu comme ce que le ministère de la Santé propose dans des campagnes de prévention, et là on peut tout à fait aussi incruster ça, si vous voulez, voilà, à l'occasion du démarrage d'une… Vous savez, c'est comme s'il y avait un flash qui arrive, si vous voulez, juste avant le démarrage de la consultation. Plutôt que de mettre en attente, on fait passer une toute petite, voilà, 2-3 images pour expliquer, pour que les choses se déroulent bien. Voici, est-ce que vous êtes confortablement installé? Est-ce que votre matériel est adapté? Oui, c'est des petites choses comme ça, mais plutôt en image ou une petite séquence vidéo. Et ça fonctionne très, très bien. C'est un petit peu quand on prend l'avion, hein, si vous voulez, il y a toujours les recos. Vous savez, les recos avant le décollage. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est simplement 2-3 images pour que le patient se dise, oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait que je sois vigilant parce que, voilà, d'accord, ça peut être tout à fait intéressant. Svetlana. Ouais, activez votre micro, votre micro, cher. Puis, si vous pouvez activer votre micro. On vous entend pas. On vous entend pas. Oui, ça c'est bon. C'est bon. Oui, bonsoir. Je me suis sur ma question qui est à côté, mais tout de même, j'ai un patient qui veut me revoir absolument en consultation, mais il n'a pas la carte bleue et donc il n'a pas la possibilité de réserver la consultation. Est-ce que les gens qui sont sous curatelle ou qui sont, je ne sais pas si c'est la CMU, bon bref, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu, qui veut me revoir en consultation, il ne peut pas prendre rendez-vous parce qu'il n'a pas la carte bleue. Est-ce qu'on peut contourner ce problème? Alors, ça, c'est un petit peu hors sujet. Svetlana, je m'étais permis de répondre à cette question sur Teams, en chat. Regardez. Regardez, vous avez la réponse. Très bien, super, merci. J'encombre plus l'espace avec ça. Merci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Super. Merci à vous. Est-ce que Yanis, on peut peut-être passer le petit checklist ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on va passer à la checklist rapidement puisqu'on est, on est à la fin, si c'est OK pour vous. Bien sûr. C'est juste pour… voilà, donc… il faudra juste… oui, effectivement, voilà. S'il vous plaît. Merci. Tout à fait. D'accord. Hein, donc, l'idée, c'était d'avoir avoir un petit avis. Alors, je vais aller directement sur la fin parce qu'on ne va peut-être pas forcément avoir le temps, mais voilà. Donc, j'espère que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, si vous aviez 10 recommandations pour réduire un peu les situations risques, qu'est-ce que vous metteriez en avant? Alors, voilà, je vous propose de reflasher le QR code ou simplement… si c'est toujours en ligne, je vous redonne peut-être le QR code, hein, comme ça vous avez juste à flasher le QR code, et puis après vous êtes invité à voter. Donc vous avez une liste de 10 recommandations, et puis l'idée c'est d'avoir peut-être voilà, votre point de vue sur ce qui est peut-être le plus important, hein, sur les 10 recos, comme ça va donner une petite idée. Voilà. Donc j'ai mis en évidence le QR code si besoin, pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà, donc c'est…
je laisse peut-être 3 minutes. Voilà. Bon, j'étais un petit peu ambitieux, cher Yannis, j'avais prévu aussi un petit quiz après, mais bon, je passe directement sur la synthèse, comme ça permet d'avoir une petite idée. Donc, je regarde un peu ce que les personnes disent. Ok. Là. Alors, essayez de... Voilà. J'attends peut-être encore une petite minute pour que d'autres personnes puissent s'exprimer. Voilà. Et puis... Ok, continuez. Je remets encore le QR code. J'attends encore une petite minute ou deux. Et puis, ça nous permettra comme ça de conclure sur voilà, des éléments qui peuvent être intéressants. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez le visuel, mais voilà, en quelques points. Alors j'ai mis différents points, mais on sent que ce qui ressort, c'est effectivement d'être toujours dans l'empathie avec le patient, utiliser un langage adapté. Voilà, ça c'est un langage simple et clair, parce que ça aussi, ça permet de réduire considérablement les erreurs d'interprétation et les malentendus, les tensions et les conflits. Et puis là, vous l'avez identifié, hein, vraiment. Si nécessaire, hein, vraiment c'est le point numéro 7, hein, si nécessaire, vraiment proposer ou inviter le patient à bénéficier d'une consultation en présentiel, hein, parce qu'il y a des situations, effectivement, c'est nécessaire, ou peut-être revoir un petit peu ça, mais c'est important. Puis là, vous avez indiqué, voilà, donc le point numéro 4, hein, c'est de clarifier dès le début, et ça c'est vraiment essentiel, hein. Hein, donc le principe de la consultation, enfin de la téléconsultation, voilà, en essayant d'être le plus clair, hein. Donc clarifier dès le début de la consultation que voilà, la consultation ne peut pas forcément tout apporter, hein, mais elle peut en tout cas s'efforcer à. Voilà, donc là vous avez identifié à peu près, voilà, donc je vais les reprendre un petit peu. Donc l'empathie, l'écoute, être attentif, en adaptant aussi le ton de sa propre voix. Alors, je pense que vous l'aviez un petit peu évoqué là-dessus, donc c'est vrai que c'est très, très important. La tonalité de la voix, elle est vraiment déterminante aussi pour permettre d'apaiser le patient. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, donc le point numéro 2, donc voilà, utiliser un langage simple et clair avec le patient. Donc voilà, plus c'est simple, mieux c'est. On réduit vraiment considérablement les problèmes de compréhension. Voilà. Ensuite, voilà, comme je l'ai dit, donc le point numéro 7, donc si nécessaire, proposer la consultation en présentiel, voilà, et des examens complémentaires si nécessaire, voilà, en fonction de l'appréciation médicale que vous avez. Voilà, et puis donc le point numéro 4, donc clarifier dès le début de la consultation ce que la consultation évidemment peut ou ne peut pas fournir. Hein, c'est très important. Je regarde le petit commentaire, voilà, expliquer ce que l'on fait, surtout. Oui, tout à fait, expliquer ce que l'on fait. Vous avez parfisement raison. Merci pour le commentaire. La phrase, c'est oui, surtout quand on ne regarde plus le patient, parce qu'on en a qui se plaignent, oui, et ils disent le médecin ne me regarde pas. Bah oui, enfin, il est en train de taper, il est en train de faire ça. Et parfois, les patients oublient ça. Donc, oui, c'est important des fois d'expliquer simplement, je suis en train de faire ceci, je vous ai lâché du regard, mais je suis en train de remplir oui, les notes médicales. C'est là où c'est intéressant, puisque le collègue tout à l'heure de notre cher ami psychiatre, hein, qui parlait et qui soutenait beaucoup, hein, sur l'intérêt de la communication non violente, eh bien, voilà vraiment un élément que le patient ne peut pas percevoir parce qu'il y a l'écran. Vous savez qu'en présentiel, ben, on entend le bruit du crayon, du papier tapoter, etc. On entend la respiration du médecin qui est en train de faire quelque chose. Donc le patient se met en situation évidemment il sent bien qu'on s'occupe de lui. Mais avec l'écran interposé, évidemment, il y a des non-verbales du médecin qui sont pas forcément bien interprétés parce qu'évidemment, il manque des éléments, il manque des filtres, enfin, il manque des éléments. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement… Et une des alternatives, c'est vraiment d'expliquer aux patients ce que l'on fait. Ça, c'est super important. Voilà. Je prends des notes, je vais vous rédiger, je vais faire ceci. En fait, d'expliquer effectivement à chaque
effectivement chaque action qui est faite dès l'instant où le médecin ne peut pas être en situation de regarder le patient, mais parce qu'il accomplit une action, mais qui est en lien avec la prise en charge du patient. Voilà. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup pour tout cela. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais un peu partager, mettre en évidence ces 10 recos. Alors, on voit bien qu'il y a des priorités, hein, donc dans les priorités, donc c'est très bien, c'est ce que je souhaitais faire partager aussi avec vous, et c'est toujours bien d'avoir un consensus médical. Voilà, bon, là, on n'a pas tout le monde, bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, Yanis, mais de demander aussi l'avis de celles et ceux qui pratiquent au quotidien la téléconsultation pour voir, finalement, qu'est-ce qui leur semble prépondérant avec les situations qui sont voilà, récurrentes. Voilà. Les préoccupations du terrain, hein, je pense c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas meilleur feedback, on est bien d'accord. Donc merci pour cet exercice, hein, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a de très bonnes choses qui en sont sorties. On aurait pu tenir encore 1 heure ou 2, je pense, hein, effectivement. Oui, on a des choses à dire. Mais voilà, il est vrai que là, on a déjà mordu d'un quart d'heure. Oui, c'est sûr. Donc, alors, le diaporama a beaucoup de verbatim, il y a beaucoup de verbatim médicaux. Je pense que les collègues médecins seront au moins intéressés de lire un petit peu les propositions de verbatim, parce que ça peut aider. Vous savez, c'est des petits tips comme ça, mais qui peut être bien, surtout quand on est pris par, voilà, entre le marteau et l'enclume, dans une relation un peu difficile avec un patient. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir quelques petits éléments. Donc, c'est pour ça que je me suis attaché quand même à donner des exemples comme ça. Super. Nous remercions en tout cas de le partager. Et puis merci encore pour cette présence. Merci à toutes et tous, hein, d'ailleurs, pour d'avoir été là ce soir. Je vais donc vous libérer toutes et tous, juste en rappelant simplement que si vous habitez en Île-de-France, je vous rappelle que nous avons des centres de santé qui recrutent des médecins pour un travail principalement en cabinet, donc en présentiel, donc dans une équipe Livy avec donc ces liens qu'on peut faire avec la téléconsultation et le digital dans le cadre de notre projet physique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents ou de la direction médicale pour en discuter. Voilà, c'était un petit mot par rapport à ça, ça me paraissait important. Encore une fois, merci Jean-Luc Stanislas, merci à tous les intervenants, merci Fadila, merci Flora pour ce travail qui était fort passionnant, et j'espère que toutes ces recommandations enrichiront votre expérience de la téléconsultation de la meilleure manière. Très bonne soirée à toutes et tous, et à bientôt au prochain webinaire. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.